Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce Focus Technicality sur les outils avancés en matière d'optimisation. Ce focus sera enregistré, hein, donc il y aura aussi du replay. Vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, après la présentation, on aura un moment donné pour les questions. Donc, n'hésitez absolument pas, vous devez avoir dans votre interface un endroit sur lequel vous pouvez poser des questions. Et on sera évidemment ravis d'y répondre. Donc, aujourd'hui, après le premier qui était orienté sur les computer vision, nous allons nous intéresser à l'optimisation. Et nous avons le plaisir d'avoir Simon qui va nous présenter Toolbar 2. Et Simon, à toi la parole. Ok, merci. Bonjour à tous. Voilà, donc je présente un outil d'optimisation combinatoire. Je suis chercheur à l'Institut national de recherche en agronomie, agriculture et environnement sur le site de Castaneto-Lausanne. Je travaille dans un département, un laboratoire de mathématiques informatique appliquée, notamment à la biologie. Et je fais partie de la chaire de Thomas Schex, donc dans le labo. Bien pour Anity. Alors, le contexte de ce solver, c'est la programmation par contrainte, les problèmes de satisfaction de contraintes. Et initialement, une proposition pour ajouter, prendre en compte une fonction objectif dans ces problèmes de satisfaction de contraintes, de manière à prendre en compte le fait que certains problèmes sont sous-contraints, il y a beaucoup de solutions, on veut mettre des préférences entre solutions, ou sur-contraints, et on voudrait pouvoir mettre un score à la violation de certaines contraintes. Alors, les premières implémentations ont été faites, une première implémentation par Thomas Schex et Javier La Rosa, donc deux chercheurs, l'un à Toulouse, l'autre à Barcelone, d'où le nom de Toolbar. Et a suivi une deuxième version en C++, de Toolbar 2. Alors, cette version a bénéficié de travaux de plusieurs chercheurs donc dans l'équipe, mais aussi à l'IRIT, des universités en France comme à Marseille ou à Caen, et puis des collaborations donc initialement avec Barcelone, puis avec Hong Kong et d'autres laboratoires. Donc la plupart travaillent dans le domaine de la programmation par contrainte, sauf ces deux-là, à Prague ou à Heidelberg, qui sont plutôt sur l'analyse d'images. Et aujourd'hui, ce solver il est principalement appliqué ici à INRAE sur le problème de design de protéines. Il y a une collaboration avec Toulouse Biotechnology Institute. Notamment, ils ont réussi à mettre au point une protéine hyper stable qu'ils ont validée expérimentalement. Alors, le cadre d'optimisation combinatoire, c'est le suivant. Bien placé de quoi je vais parler, qu'est-ce que peut traiter ce solver. Donc, on a un ensemble de variables discrètes grand X. Et la question, c'est de minimiser une fonction f de x, donc trouver une affectation de toutes les variables qui minimise cette fonction et qui satisfait une contrainte c de x, une contrainte ou plusieurs. Alors, on va faire l'hypothèse que notre fonction grand F elle se décompose en plusieurs petites fonctions, appelées fonctions de coût. Et donc, l'objectif devient le suivant. On cherche à minimiser une somme de ces fonctions, donc les f de S. S, c'est un sous-ensemble de x, un sous-ensemble des variables. Et donc, pour chaque fonction locale, eh bien, cet opérateur x crochet S, c'est juste pour dire l'affectation des variables de S, ma fonction de coût, elle va me retourner une valeur, un coût, et je veux minimiser la somme
pour l'ensemble de mes fonctions. Alors, je fais l'hypothèse en plus que un coût, c'est un entier positif. C'est pratique, on verra pourquoi par la suite, mais on peut toujours se ramener à ça si on a des nombres négatifs ou des réels. On peut faire par décalage, multiplication, on peut se ramener à des entiers positifs. Alors si on s'équipe en plus d'un coût qui représenterait l'infini, ici c'est le t, hein, le grand T, eh bien il n'y a plus besoin de distinguer des fonctions de coût des contraintes. Une contrainte, c'est une fonction de coût qui retourne soit 0, je suis totalement satisfait par l'affectation de mon scope, les variables dans ma fonction, ou la valeur grand T pour dire cette affectation-là, elle est interdite. Donc on va parler d'un réseau de fonctions de coût. C'est la définition de cet ensemble de fonctions. Et c'est un problème minimisé qui est NP difficile. Alors, on peut le représenter graphiquement. Et là, par exemple, chaque sommet, ça correspondrait à une variable de mon réseau de fonctions de coût. Et puis, j'ai une arête entre deux sommets si les deux variables correspondantes apparaissent dans une même fonction. Ici, ça correspond à un problème du graphe d'intersection des vols de British Airways sur la France. Donc, c'est un problème de coloration de graphe et on voit des couleurs. Alors, maintenant, si on veut mieux comprendre qu'est-ce que c'est une fonction, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une fonction de coût, voici un tout petit exemple joué avec trois fonctions de coût, F1, F2, F3. F1 et F3, elles ne portent que sur une seule variable. Et ici, je n'ai que deux variables, x et y. Et là, donc c'est petit, c'est pas le grand X de tout à l'heure. J'ai deux variables x et y. Chacune, j'ai quatre valeurs possibles, A, C, G, D. Alors voilà, une fonction de coût, on peut la voir comme une table. Pour chaque affectation des variables de la fonction, j'ai un coût correspondant. Ici, j'affecte x. Si x vaut A, ça me retourne un coût de 0. Alors, la fonction f2, elle porte sur deux variables, x, y. Et on voit que quand les deux variables prennent la même valeur, ça me retourne l'infini. Donc, c'est le grand T de tout à l'heure. Donc, si j'ai AA, CC ou GG ou TT, c'est une affectation interdite. Donc, finalement, cette fonction de coût, elle encode la contrainte de différence. Je veux que mes deux variables x et y prennent une valeur différente. Et quand elles prennent une valeur différente, j'ai un coût. Donc pour AT, ça coûte 0, mais pour AG, ça coûte 2. Et je cherche l'affectation de x et y qui minimise la somme. Donc pour ce petit problème très simple, vous avez trouvé quel est l'optimum. Par exemple, si je fais x égale A, ça me coûte 0 ici. Et si je fais y égale t, AT, ça me coûte 0 ici. Par contre, pour la troisième fonction f3, le t, ça me coûte 1. Donc au final, c'est une solution de coût 1. Alors cette idée de fonction exprimée par une table, eh bien, on peut augmenter la dimension de ma table, ici sur trois variables. On voit qu'on augmente rapidement l'espace que ça va prendre. Ici, par exemple, si j'avais sur trois variables, j'avais 64 valeurs à renseigner, 64 coûts pour les différentes affectations possibles de mes trois variables. Alors là, ça va, ça tient bien, c'est possible. Maintenant, si on augmente et puis qu'on s'intéresse à des tables plus grandes, par exemple là sur 7 variables, on peut utiliser une représentation compacte si jamais on veut donner un coût uniquement pour certaines affectations et pour les autres, ce serait un coût par défaut. Donc, par exemple, si mes variables sont affectées à cette solution-là,
ça va être un coût de 1 et sinon un coût de 0. Bien sûr, on a aussi la possibilité d'exprimer les fonctions de coût par des mots-clés. Donc, comme en programmation par contrainte, on pourrait donner des globales, comme le fameux different sur un ensemble de variables. Et S pour dire qu'on autorise la violation du different avec une certaine codage pour les coûts associés. Notamment, on dispose de la fonction sac à dos, knapsack. Alors, si je regarde cette contrainte globale, elle me permet d'encoder plusieurs choses. Si mes variables, ici x1, x2, je voudrais encoder cette contrainte par une fonction de coût global knapsack. Donc, je veux que ça soit une contrainte qui me dit que cette somme, c'est une contrainte linéaire. Mais mes variables ici, je suppose qu'elles ont tout un domaine 0,1. Donc, il n'y a que deux valeurs. Donc ici, je suis bien dans une contrainte linéaire de type appelée pseudo-booléenne. Et je vais la représenter dans le langage que comprend toolbar2 par ce mot-clé, knapsack. Je vais lui donner le scope, donc la liste des variables sur lesquelles porte la contrainte, les 4 variables. Et puis, ensuite, un certain nombre de paramètres, donc la capacité de 10, et puis après, les poids associés à chacune des variables. Donc, si je choisis x1 égale 1, j'aurai un poids de 2. Si x1 égale 0, un poids de 0. Donc, on peut généraliser cette idée à des domaines d'entiers quelconques. Par exemple, ici, 3 valeurs possibles pour 0, 1, 2. Donc, si je veux représenter cette autre contrainte linéaire, eh bien, dans l'encodage en interne du logiciel toolbar2, il va falloir que je lui dise, pour chaque valeur de mon domaine de ma variable, quel est le poids correspondant. Donc, si x1 vaut 0, le poids, ça sera 0. Donc, je vais renseigner uniquement des poids non nuls. Donc, je vais avoir en premier la capacité. Ici, j'ai mis un négatif parce que si je veux représenter non pas le supérieur ou égal, mais le inférieur ou égal, eh bien, on va utiliser des nombres négatifs. On retourne cette contrainte en multipliant par -1 des deux côtés. Et puis, pour chaque variable, je vais dire la liste des valeurs qui prennent un poids. Donc, en particulier, pour la première variable, j'ai 2 valeurs qui vont prendre un poids non nul. Pour la valeur 1, ça sera un poids de -2. Vu que j'ai dû multiplier par -1, donc ça fait -2. Et puis pour la valeur 2, c'est un point de -4, parce que si x1 vaut 2, ça va faire 4 dans cette somme, etc. Voilà, c'est un petit peu lourd, mais on y arrive. Alors pourquoi on fait ça? Parce que les variables, elles peuvent prendre une valeur discrète dans un domaine quelconque fini de valeurs. Et donc, on a la possibilité d'exprimer une contrainte de sac à dos à choix multiples en disant, pour chaque variable, pour chaque valeur de la variable, le poids associé. Donc, on n'est pas obligé de faire une fonction linéaire. Ça peut être des coefficients, ça peut évoluer de manière non linéaire en fonction de valeur. Je suppose quand même que mes poids sont aussi des entiers. Donc, par exemple, si je veux encoder la contrainte de distance de Hamming, imaginons que j'ai un problème où je veux chercher une solution différente de la précédente que je viens de trouver. Et la précédente, ça serait, j'ai trouvé une solution qui vaut 2, la variable x1 est affectée à 2, la variable x2 à 3, 4, 5. Voilà, j'ai une affectation 3, 4, 5. Et je voudrais que la prochaine solution que je trouve, elle ne réutilise pas plus de 2 valeurs identiques par rapport à cette solution précédente. Là, je vais pouvoir la coder simplement avec cette contrainte sac à dos à choix multiple de la manière suivante. Je vais dire que donc là, je dois retourner mon signe pour être en supérieur ou égal, en double des coefficients négatifs. Donc capacité -2.
Et puis, pour la première variable, je redéfinis le poids d'une seule valeur. Si je choisis la valeur 2, j'ai un poids de moins 1, etc. pour les autres. Voilà, donc j'ai un côté là qui est en train de distance et ligne. Alors maintenant, comment on résout un problème, un réseau de fonctions de coût? Dans le solver toolbar 2, par défaut, on va avoir un simple branch and bound, donc une méthode exacte. Quand elle termine, on a l'optimum et la garantie d'optimalité. Et elle utilise un système de règles de propagation pour calculer des minorants et de manière à couper dans l'arbre de recherche et aussi faire de l'effacement de valeurs, comme en programmation par contrainte, on peut effacer des valeurs qui seraient interdites, dont on est sûr qu'elles n'appartiennent pas à une solution faisable. Alors ces systèmes de règles, il y en a eu toute une palanquée qui ont été produites au cours du temps. Plusieurs sont implémentées dans le solver toolbar 2, et notamment celle qui s'appelle UDAC, c'est le niveau par défaut. Alors regardons un peu quelle est la magie derrière qui est faite. L'idée est la suivante, c'est de déplacer des coûts entre les fonctions. Donc puisque vous avez exprimé des tables, votre problème est exprimé par des tables. Ici, je reviens sur mon problème de tout à l'heure. J'ai les trois fonctions F1, F2, F3. Eh bien, je peux déplacer un coût d'une table vers une autre table. Et là, bien sûr, ce qui est important, c'est de préserver l'équivalence du problème. Donc, par exemple, précédemment, il y avait un 1 un coût de 1 quand y valait t dans la fonction f3. Je l'ai enlevé de la fonction f3, j'ai soustrait 1 ici, c'est passé à 0, mais j'ai augmenté plus 1 pour toutes les affectations où y prend la valeur t dans la fonction f2. En faisant ça, j'ai bien un problème équivalent au problème de tout à l'heure. Alors maintenant, c'est intéressant parce que je vais pouvoir faire un autre déplacement de coût. Ici, j'identifie que quelle que soit l'affectation de la variable y, pour la valeur x égale à a, je vais devoir payer, je suis allé trop vite, soit infini, soit 1, soit 2, soit 1. Donc le minimum, c'est 1. Je vais pouvoir déplacer ce minimum et venir le mettre sur la fonction f1. Voilà, donc c'est ça les opérations élémentaires qui se passent sur ces tables de fonctions de coût, dans le bar 2. Et à quoi ça me sert? Bien, là, vous voyez que maintenant j'ai une information plus précise. Je sais que quoi que je fasse pour l'affectation de x, je vais devoir payer un coût de 1. Donc on sent qu'on va pouvoir produire un minorant. Alors, je peux continuer à faire ces déplacements de coûts. Là, je reviens sur ma fonction f3, j'ai soustrait 1 ici, j'ai augmenté dans f2. Et je continue à faire comme ça des mouvements de coûts entre mes trois fonctions pour au final obtenir ce problème équivalent au problème de tout à l'heure, où je vais pouvoir déplacer le minimum de la fonction f1 pour le mettre ici dans une constante un peu spéciale. C'est une fonction qui porte sur aucune variable, 17, et qui va me servir dans mon branch and bound comme un minorant du problème courant. Donc je sais que mon problème, il n'y a pas de solution meilleure que de coût 1. Donc tout à l'heure, si j'ai réussi à trouver une solution de coût 1, eh bien j'ai la preuve d'optimalité. Je peux m'arrêter d'explorer des solutions, l'arbre de recherche pour ce problème. Alors notamment, à chaque fois qu'on trouve une meilleure solution, on va mettre à jour notre valeur qui représente l'infini, le grand T de tout à l'heure. Et ça fait que ici, les coûts qui étaient non nuls, tous les coûts qui sont égaux à 1 ou supérieurs, maintenant c'est devenu des coûts infinis. Et je peux aussi effacer les valeurs C et G, je sais qu'elles ne participent pas à des solutions meilleures. Donc on peut faire de l'effacement.
Alors, est-ce que tout ça, ça marche? Je vous propose de regarder 3 problèmes pour lesquels on a appliqué Toolbar 2. Le premier, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure de conception de nouvelles protéines par ordinateur. L'idée ici, c'est on dispose de la séquence d'acides aminés d'une protéine et on aimerait muter à certains endroits sur cette séquence, changer l'acide aminé par un autre, de manière à améliorer la fonction de la protéine. Donc les fonctions, ça peut être plusieurs choses, la stabilité, une meilleure réaction enzymatique, donc ça peut avoir plusieurs applications dans le médical ou dans l'énergie, il y a plein d'idées. L'idée, c'est que quand les acides aminés, ici, cette représentation, c'est la structure en 3 dimensions d'une protéine. Donc, on connaîtrait le squelette, la forme 3D. Et les acides aminés, c'est des chaînes latérales, donc c'est des petites branches qui sont là colorées, les 3 endroits qu'on cherche à muter. Et peut-être il existe 20 acides aminés possibles. Et en plus, ils vont prendre une certaine configuration dans l'espace. Donc, il va y avoir une certaine position dans l'espace qui est discrétisée dans les positions les plus probables. Et le modèle qu'on cherche à optimiser, il est le suivant. C'est une fonction d'énergie qui va décrire, alors là, c'est l'énergie du squelette. Là, c'est l'énergie, si je choisis tel ou tel acide aminé à tel emplacement que je veux muter, ça va me donner une certaine énergie, donc un certain coût sur le choix pour cette variable I de R. Et puis j'ai des fonctions à 2 variables. Donc pour toute paire de 2 positions à muter, j'ai un coût associé. Donc c'est les interactions dans l'espace de 2 acides aminés, s'ils sont plus ou moins proches, ils vont se gêner suivant leur forme, leur position. Alors le résultat ici, c'est juste un résultat sur une seule instance. On a fait plein de papiers, donc il y a plein d'autres instances qui ont été testées. Mais ça montre que là, si je veux optimiser ce problème, qui a une fonction objectif quadratique, hein, et les variables, eh bien, c'est des domaines, c'est des variables discrètes. Avec ici, j'ai mis la taille du plus grand domaine. Il y a 100, par exemple, sur cet exemple-là, il y a 182 valeurs possibles dans le domaine d'une variable. Je n'ai que 24 variables. Voilà, c'est un petit problème de protéines. Alors, ça met 0,37 secondes avec Toolbar 2 à résoudre. Et puis, si on représente ce même problème et qu'on le donne dans sa version linéarisée à Simplex, c'est 100 fois plus lent. Donc, il y a beaucoup plus le fait d'avoir linéarisé avec des variables 0,1, on en a beaucoup plus. Et c'est peut-être ça qui explique pourquoi il est plus lent. Alors, un autre exemple, le cas d'utilisation de Toolbar 2, il provient d'un problème qui a été proposé par le Centre d'études de l'armement à Rennes, si je ne me trompe pas, et qui avait fait l'objet d'un challenge RODEF en 2001. C'est il y a 20 ans. Il fallait chercher, le problème était le suivant, on avait des sites avec des antennes, et puis un certain nombre de connexions radio qu'on voulait pouvoir établir entre ces sites. Et pour chaque connexion, on avait besoin de choisir 2 fréquences, donc c'est les flèches là, les passes, c'est pour chaque passe, pour chaque chemin, il faut choisir une fréquence. Et dans ce challenge RODEF, on avait aussi une deuxième information, c'est la polarisation pour la fréquence. Et c'est un choix binaire, -1 ou 1. Et les fréquences, on en avait dans le problème une centaine, environ 150 dans les instances testées. Et puis un ensemble de contraintes. Donc par exemple, que pour certains paires de
deux chemins, on ne veut pas qu'ils utilisent la même fréquence ou ils doivent utiliser une fréquence identique. Donc, un certain nombre de contraintes à vérifier, dont la dernière, une contrainte de différence, c'est-à-dire l'écart en valeur absolue entre deux fréquences choisies pour la deux chemins doit être plus grand qu'une certaine constante qui dépend d'un certain niveau de relaxation. Donc si toutes ces contraintes-là, on veut absolument les satisfaire, le problème, des fois, n'a pas de solution. Et donc, on autorise à passer à un niveau, à relaxer une partie de ces contraintes. Donc, il y a 11 niveaux, en fait, de relaxation, avec des valeurs de plus en plus petites de ces interdits, de ces nombres-là, G et D. Et en fonction de la polarisation, si les deux choix de fréquences ont des polarisations différentes, alors il y avait une autre constante plus petite, donc c'est plus favorable. Les deux communications se gênent moins. Voilà, donc on cherche à minimiser, trouver une affectation qui satisfait toutes les contraintes 1, 2, 3, et puis qui minimise le nombre de violations au niveau 4 pour un niveau de relaxation donné. C'est ça le problème RODEF. Alors on peut le modéliser dans toolbar 2 et on a intérêt à combiner, à faire une seule variable qui représente pour chaque chemin la paire fréquence-polarisation. Donc le domaine, ça va être 2 fois 151 à peu près 300 valeurs. Si on fait ça, ça va mieux propager dans le système. Je reviendrai là-dessus à la fin. Et puis, plutôt que d'utiliser un simple branch on band, on dispose aussi de méta-heuristiques dans ce solver, dans ce logiciel, en particulier une qui s'appelle la recherche à large voisinage et qui a une version parallèle disponible. Alors, elle est un peu originale, cette large neighborhood search, parce que elle joue sur deux paramètres. Qui font que l'arbre de recherche exploré, au début, c'est vraiment un glouton, c'est juste une descente dans l'arbre de recherche. Puis petit à petit, on ouvre et on s'autorise à visiter un peu plus l'arbre de recherche en augmentant le nombre de variables qu'on s'autorise à réinstancier, à réaffecter. Et puis aussi, c'est combiné avec une idée là, de discrepancy. Donc, il y a deux paramètres sur lesquels on joue. À un moment donné, on va faire un arbre de recherche qui sera complet. Donc, potentiellement, cette méthode peut s'arrêter et prouver l'optimum. Alors, on a fait un tutoriel l'année dernière qui présente tout ça en détail, le modèle utilisé. Et voilà les résultats. Donc, ça compare les résultats qui avaient été trouvés, les meilleurs résultats qui avaient été trouvés en 2001 sur un certain nombre d'instances. Et on voit que toolbar 2 pour à peu près les mêmes ressources de calcul. Donc ici, j'ai fait tourner ma recherche 1 minute, mais sur 21 cœurs, c'est un algo parallèle, comparé à, c'était 1 heure sur un Pentium, qui était donc nettement moins puissant. Et j'ai mis le temps pour trouver cette meilleure solution. On trouve souvent en moins d'1 minute. Alors, petite cerise, pour une des instances, on a aussi la preuve d'optimalité, donc en 27 secondes, pour ce problème-là, qui avait quand même 300 variables, donc 300 chemins pour lesquels il faut choisir fréquence et polarité. Et puis, vous voyez qu'il y a 2100 fonctions de coût. Donc, des fonctions entre paires de deux variables et la taille des domaines. Voilà, ça donne un peu des dimensions. Mon dernier exemple, c'est du coup, j'ai voulu prendre un autre challenge RODEF plus récent, celui de l'année dernière, qui porte sur la planification des équipes d'intervention pour le réseau de transport d'électricité, RTE. Donc, c'est la maintenance du réseau et il faut planifier les interventions des équipes sur une année, sur un horizon donné. Donc l'horizon, il est sur 1 an. La discrétisation, elle n'est pas trop fine.
c'est à la semaine ou à la journée. Donc ça, c'est pour ça que ça m'a intéressé. Je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ça va être la taille de nos domaines, de nos variables. Ça. Et puis, le nombre d'interventions, il est de cet ordre-là. Donc, il varie beaucoup, entre 18 et 700 interventions sur l'année à planifier. Avec une fonction objectif qui est risk-based, c'est-à-dire des scénarios. Le RTE a défini un ensemble de scénarios potentiels, probables, qui correspondent à si je fais intervenir telle équipe pour réaliser telle maintenance, quel coût ça va avoir, quel risque aussi il va y avoir, suivant différents scénarios. Et donc, on va prendre en compte cette information de scénarios multiples. Alors le modèle, j'ai fait un modèle tout simple où j'ai une variable qui indique la date de début pour chaque intervention. Chaque intervention, elle a besoin d'un certain nombre de ressources. Et donc, il va y avoir des contraintes sur l'utilisation des ressources. On va retrouver des contraintes linéaires et je vais pouvoir utiliser mon sac à dos de tout à l'heure. Alors, deux choses à dire. Les domaines des variables, là, c'est la date temporelle, donc c'est en fonction de grand H, hein, de l'ordre de 360 ou plus. Pour les contraintes de ressources, j'avais dit que mes poids ils devaient être entiers, mais là, dans le problème, on a des valeurs réelles. Donc, je vais multiplier par un certain, mais réel par une certaine constante, petit r, et puis je vais prendre l'entier associé. Donc ça va me faire déjà une approximation par rapport au vrai problème, avec cet arrondi sur les entiers. Et je vais faire une deuxième approximation, c'est que la fonction objectif, je vais la décomposer en des fonctions de coût, une par variable. Alors voilà l'idée. Par exemple, là, si j'ai une douzaine de scénarios, si je fais intervenir à telle date ma maintenance, eh bien, à la date T, je vais avoir ces niveaux de risque-là. C'est ça que je cherche à minimiser. Donc, c'est des informations qui me sont données pour les 12 scénarios. Et je cherche à minimiser un compromis entre le risque moyen, qui est donné par la valeur, le trait rouge, et un risque, si je suis dans le quartile 90%. Donc, par rapport à ces 12 scénarios, c'est-à-dire l'écart ici, c'est l'excès. Il va y avoir une combinaison linéaire entre ce risque moyen et puis cet excès. C'est ça qu'on va chercher à minimiser pour l'ensemble des interventions à l'ensemble des dates de tout mon horizon. Alors voilà les résultats obtenus. Donc, je veux dire que c'est un peu frais, parce que le modèle, j'ai dû l'écrire mercredi et puis tester jeudi les résultats. Les voici. Donc, ici, c'est uniquement sur les instances de qualification du challenge RODEF. Voilà, c'était les 15 premières instances qui avaient été proposées. Et là, on voit les meilleurs résultats obtenus par les compétiteurs en 15 minutes ou en 90 minutes. Et ce qu'obtient Toolbar 2 en 15 minutes ou en 1 heure. Avec, j'ai changé le seuil là, le multiplicateur de discrétisation. Parce que je n'obtiens pas des résultats pour toutes les instances, donc il y en a certaines, je n'ai pas de solution. Mais pour celles pour lesquelles j'ai une solution, dans les deux situations, j'observe que je suis à 1,39% de la distance par rapport aux meilleures solutions. C'est jamais meilleur, mais on n'est pas loin. Et puis, si je donne 1 heure de calcul, je diminue un peu, je suis en dessous de 1% d'erreur par rapport aux meilleures solutions connues. Autre surprise, peut-être, c'est avec ce modèle approché. Donc, j'ai pas exactement modélisé le problème
qui était posé par le challenge, mais un problème que j'ai approché. Eh bien, quand j'évalue donc mes solutions avec le système d'évaluation, même si j'ai terminé, donc c'est-à-dire ici par exemple au bout de 50 secondes, et c'est ça que j'ai mis en temps, donc entre parenthèses, c'est quand toolbar 2 s'arrête parce qu'il a prouvé l'optimalité. Donc il a fini la recherche du point de changement. Au bout de 50 secondes, il a terminé et la solution qu'il a trouvée a un score qui est donné ici, qui n'est pas optimal, mais pas trop loin de l'optimal. Alors pourquoi il n'est pas optimal? À cause des approximations que j'ai fait pour représenter ma fonction objectif et les ressources. Voilà, donc on voit que on peut avoir quand même des garanties en temps de calcul qui sont intéressantes aussi. Alors pour terminer, quelques conseils si vous avez envie d'essayer ce solver toolbar 2. La première chose, c'est qu'il faut tout penser en discrétiser son problème. C'est-à-dire que si vous avez des variables continues, des variables discrètes, des variables 0, 1, au final, il faut que ça soit des variables discrètes avec des domaines finis de valeurs. Et qu'il n'y ait pas trop de valeurs, parce que sinon on voit bien que les tables elles peuvent vite exploser en mémoire. Par exemple, ici, c'est pour un autre problème qui est l'atterrissage des avions sur un aéroport, avec une heure prévue d'atterrissage à T de P. Et puis si je m'éloigne, si j'atterris trop tôt ou un peu trop tard, je vais avoir un coût à payer. Bien ça, c'est facile à modéliser avec une simple fonction de coût qui porte sur la variable T de l'atterrissage de l'avion. Et j'ai discrétisé donc dans le domaine de validité des dates d'atterrissage pour cet avion. Et je vais discrétiser un certain nombre de valeurs possibles d'atterrissage. Pour chaque valeur, je vais avoir un coût associé et c'est ça que je vais mettre dans ma table. Et ça fera une de mes fonctions de coût de mon réseau. Il faut essayer aussi de bien utiliser les variables avec domaine et ne pas faire comme on a tendance à faire avec les solvers comme Simplex ou Local Solver, on utilise beaucoup des variables 0,1. Par exemple, si je dois exprimer le fait que les dates d'arrivée de mes deux avions, T1 et T2, ne se chevauchent pas, c'est une contrainte disjonctive que je veux représenter. Et je n'ai pas besoin d'introduire des variables 0,1 pour cela, j'ai juste besoin d'écrire une fonction de coût entre T1 et T2, les dates d'arrivée de mes deux avions. Si les dates d'arrivée sont très proches, par exemple ici, en supposant que ça soit, il faut qu'il y ait un écart d'au moins 2, eh bien, je vais mettre un coût infini, la valeur grand T, dans ma table quand les deux variables prennent une valeur trop proche, et sinon un coût de 0. J'ai exprimé ma contrainte disjonctive par une simple fonction binaire. Donc voilà, il faut profiter du fait que dans les fonctions, dans les tables, on peut être complètement non linéaire. Dernier conseil, il faut essayer d'utiliser des fonctions de coût qui portent sur un petit nombre de variables à la fois, chacune, parce que toolbar 2, en fait, il ne fait ses mouvements de coût qu'entre des fonctions qui portent sur 2 ou 3 variables, 1, 2 ou 3 variables au plus. Les autres fonctions de coût qui porteraient sur plus de variables, comme ma table compacte, elles sont mises en attente dans le branch and bound jusqu'à ce que suffisamment de variables soient affectées pour qu'elles deviennent des fonctions de coût de taille 2 ou 3. Et pour finir, ce raisonnement-là que j'ai montré, là, il reste très local. Donc, si vous mettez plein de contraintes linéaires dans votre modèle, il ne faut pas s'attendre à ce que toolbar 2 résolve la relaxation du système linéaire. Il va faire un raisonnement local, contrainte par contrainte, un peu comme en programmation par contrainte. Mais il va le combiner avec les coûts. Et les coûts, vous avez vu que sur les fonctions de coûts, si je reviens un tout petit peu en arrière, ici, ces fonctions de coûts qui portent sur une seule variable, elles ont un rôle très important parce qu'on essaie de concentrer l'information dessus et c'est très utile pour les choix de variables et les choix de valeurs
Donc c'est un peu comme des coûts réduits. On va préférer utiliser une valeur qui a un coût associé faible. Donc, ces fonctions de coût qui portent sur une seule variable, elles sont combinées avec ces contraintes de sac à dos. Donc, c'est un raisonnement local, mais qui quand même combine l'information d'une contrainte plus les fonctions binaires qui portent sur une seule variable. Voilà. Et on connaît un lien entre ce raisonnement local et puis ce qui serait fait par la programmation. Voilà. Alors pour finir, de quoi on dispose, il y en a une certaine, il y a une plateforme à disposition. Donc là, j'ai mis quelques liens et je mettrai ma présentation disponible sur ma page où elle sera envoyée. Donc si on clique sur ces liens-là, on va tomber sur notamment des librairies de benchmark, des exemples d'applications qui utilisent qui modélisent les problèmes en réseau de fonctions de coût dans différents formats. Il y en a un grand nombre. En particulier, on va retrouver dedans le problème de planification des interventions pour RTE. Je viens de mettre celui sur les protéines ou bien le problème de l'allocation de fréquence. Voilà, il y a deux sites de benchmark. Le site du solver, où on peut trouver une documentation, ce qu'elle vaut, des tutoriels qui vont montrer les exemples, les détailler. Et puis, si vous avez la chance d'avoir une machine sous Linux, il y a des packages tout prêts sous Ubuntu ou Debian, avec une version assez récente. Ça peut se compiler sur macOS et sur Windows, mais là, je peux dire que je souffre un peu. Et si vous voulez les dernières sources, il vaut mieux aller sur GitHub. Il y a même un forum de discussion. Vous pourrez être le premier à poser une question si vous avez des questions d'utilisateurs. Enfin, on peut l'installer très simplement avec Python. Et donc, pip install py2.2. Voilà, donc, ça permet d'accéder au solver. J'ai dit que c'était en C++, c'est un code open source. Et depuis Python, on peut appeler la plupart des fonctions de 2x2. Sinon, le mieux, c'est d'écrire un programme C++ pour utiliser la librairie. Ou bien d'utiliser le solver en mode exécutable et puis faire des fichiers qui décrivent vos problèmes. Alors la partie Python, elle reste quand même à documenter. Pour l'instant, c'est un peu récent et c'est pas très documenté. Et dans les projets qu'on a, notamment avec Thomas Scheck, c'est de combiner cette approche avec NumPy et la machine learning. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, je vous remercie pour votre écoute. Je suis prêt à prendre vos questions. Merci beaucoup Simon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le moyen là dans votre interface là, de poser une question. Alors j'en ai deux de Florent. Donc la première donc, qui est exprimée en anglais. Does Toolbar2 allow for compactly representing sparse functions cost using multivalued decision diagrams as a generalization of OBDDs to multivalued functions? Alors, les OBDD ou les diagrammes. Donc, je comprends si je reviens sur les possibilités d'expression. Ici, c'est pour représenter une fonction de manière compacte. Et vous voyez que la façon de compacter, c'est uniquement avec un coup par défaut. Donc, les multivalued decision diagrams, c'est d'autres approches qui permettent de représenter de manière compacte une table de valeurs, un ensemble de solutions avec des coûts éventuellement. Donc, actuellement, non, il n'y a pas ça dans Toolbar 2. Même s'il y a eu une thèse dernièrement qui a regardé la possibilité de faire ça, c'est pour l'instant pas intégré.
Donc, la seule chose que l'on peut faire, c'est d'utiliser les fonctions de coût global regular ou grammar, qui sont d'autres façons de représenter de manière compacte par des règles, un ensemble de règles, d'expressions régulières ou une grammaire hors contexte. Voilà, ça permet de représenter certaines choses de manière assez compacte. Ok, merci. Florent, tu diras si la réponse est celle que tu attendais, en tout cas si tu as eu la réponse à ta question. Une deuxième plus large, c'est quelle est la roadmap, s'il y en a une, quelle est la roadmap de Toolbar 2 dans le cadre d'Anity en fait, Simon? Je peux finir. Excuse-moi, j'en ai encore pour un quart d'heure. Voilà, excusez-moi. Pas de souci. Ouais. La roadmap, elle est sur le. Alors, actuellement, c'est pas un projet avec une roadmap définie en dur et que l'on suit. C'est différents travaux de recherche qui sont menés donc au travers de thèses, en particulier dans l'équipe. Dans Anity, il y a 2 doctorants qui travaillent actuellement et qui intègrent ce qu'ils font dans Toolbar 2. Typiquement, là, le NAPSAX, c'est quelque chose qui est fait par un des doctorants et qui sera poursuivi dans l'idée d'avoir un branch and bond avec apprentissage sur les conflits. Donc ça, c'est une des fonctionnalités qu'on vise dans le futur. Une autre fonctionnalité, c'est la possibilité d'avoir un branch and bond parallèle. Donc j'ai parlé de la méta-heuristique VNS parallèle, mais le branch and bond, il ne l'est pas, et ça, on va le rajouter. Et puis enfin, j'ai mentionné à la fin l'idée d'être compatible avec NumPy et du coup pouvoir se connecter à des outils de machine learning qui sont capables, par exemple, de générer ces fameuses fonctions de coût qui donc permettraient de connecter un réseau de neurones avec un optimiseur. Voilà, c'est un peu ça les grandes lignes actuelles que je vois dans l'évolution. Ok, merci. Une question de Marjorie. Vaut-il mieux être déjà formé au sujet de constraint programming plutôt qu'au sujet d'Optim pour utiliser Toolbar 2 ou inversement, cet outil est-il plutôt et surtout pour résoudre des problèmes d'Optim ou de CSP? Alors, est-ce que c'est plutôt le domaine de la programmation par contrainte ou celui de la programmation mathématique? C'est ça que, si on vient de telle ou telle origine? Oui, vas-y, tu peux l'interpréter comme ça. Marjorie, tu réagis si ça te convient. C'est vrai que l'outil et les travaux de recherche, ils s'inscrivent beaucoup dans le cadre de la programmation par contrainte, mais la cible des problèmes qu'on cherche à traiter, elle est peut-être plus proche de la programmation mathématique. Vous avez vu que c'est des problèmes, on a une fonction objective quadratique, par exemple, avec des contraintes additionnelles. C'était le cas dans mon exemple de RTE. Donc, il y a un mix des deux, je dirais. Il est intéressant d'avoir une idée d'un langage comme celui, par exemple, pour Local Solver. On va exprimer son problème, pas forcément de façon linéaire. Et après, il y a cette idée de table, elle vient plutôt du monde de CSP. Donc ça vient de l'idée qu'on discrétise tout derrière. En tout cas, on voit qu'on dispose là d'un outil dans des environnements discrets, hein, c'est ce qui s'applique assez bien au design de protéines d'après ce qu'on a vu, mais aussi à d'autres applications. Merci pour avoir présenté des différents cas d'application. Et d'ailleurs, en fait, si vous êtes intéressé par l'utiliser, vous avez les éléments là qui sont présentés. Je pense que si on
si on a fait cet afterwork, c'est pour que vous puissiez l'utiliser si vous y voyez des domaines d'application dans vos environnements. Si vous l'utilisez, Simon, je me fais ton porte-parole, mais j'imagine que tu serais très intéressé par avoir effectivement des retours d'utilisation hein, Oui, sur tout à votre fait. librairie. Voilà, donc vous avez tous noté, je crois, qu'il y a justement un Q&A, user discussion, etc. hein. Donc on sera aussi nourri par les applications que vous pouvez faire. D'ailleurs, je vois que Florent exprime le fait qu'il serait tout à fait intéressé à tester ou à appliquer sur certains use cases dans son domaine. hein. Donc vous pourrez aussi voir ça directement entre vous. Mais c'est aussi le cas pour les autres. N'hésitez surtout pas. C'est ça aussi qui nous nourrit. hein. C'est l'utilisation de use cases réels en fait qui vous permet aussi de pouvoir faire avancer la dimension scientifique. Une question très détaillée là ou très précise là sur la disponibilité des packages. Est-ce que la librairie sur Python est aussi complète que la librairie C++? La, la Oui, Python bar, oui. mhm. Donc la version Python, elle offre l'accès à toutes les options du solver Toolbar 2 euh, et elle donne un, un accès à l'interface, la couche d'interface de la librairie C++. Donc, il y a à peu près, je dirais que oui, il y a à disposition toutes les fonctionnalités. Par contre, c'est assez bas niveau et donc on a juste fait par-dessus une surcouche pour faciliter, on va dire, l'écriture d'un modèle en disant, ben, voici mes variables, mes fonctions de coût. Si je vais ici, que je montre juste un exemple, euh, donc si je vais sur cette Cost Function Library où je mets un certain nombre d'exemples d'utilisation, et que je vais donc sur le challenge RODEV 2020, eh bien, voilà l'exemple en utilisant P2Bar 2. Donc pour le challenge RODEV, voilà le code et qu'est-ce que je peux dire voilà, j'ai des petites fonctions comme ça qui simplifient un peu son utilisation. Je dis que je crée une variable et puis voici mon domaine. Où je crée une fonction de coût, là les contraintes knapsack, et puis pour les exclusions, des contraintes, des fonctions de coût avec un scope et des costs. Donc ici des fonctions de coût qui portent sur deux variables à chaque fois. Voilà, donc un exemple d'utilisation et vous voyez, en 164 lignes, on a écrit son modèle et ça fait la recherche et ça affiche la solution. Une question de Philippe. Est-il prévu d'implémenter d'autres méta-heuristiques, Simon? Euh, pour l'instant, il y en a, il n'y en a pas vraiment d'autres en vue. Donc VNS, c'est vraiment celle la plus souvent utilisée pour quand on a un outil de programmation par contrainte comme ça, pour utiliser son branch and bound au sein d'une méta-heuristique. Dans Toolbar 2, il y a aussi une recherche locale pure qui s'appelle INCOP, qui a été proposée par des chercheurs à l'INRIA de Nice. Donc ça, c'est une recherche qui ressemble plus dans l'esprit à une recherche de type tabou. Et sinon, actuellement, il y a deux autres méta-heuristiques qui ont été développées par des collègues et qui restent à intégrer à Toolbar 2. Dans le futur, il pourrait y en avoir deux autres. Ok, merci Philippe. Est-ce que si tu es satisfait ou pas par la réponse, n'hésite pas à chatter. Une question de Marjorie, avantages, inconvénients entre les versions Python et C++? Alors, pour l'instant, quand on fait en Python,
et qu'on écrit comme ça ces fonctions de coût. Si c'est une fonction de coût en intention, tout va bien, ça ne va pas prendre trop de place pour Python. Par contre, si c'est une fonction de coût en extension, on doit définir la liste des coûts pour toutes les affectations possibles. Ça peut faire quelque chose d'assez gros en mémoire pour Python. Et là, il peut y avoir un problème de performance par rapport à une version pure C++. On essaye d'améliorer ça avec la connexion avec NumPy. Voilà, c'est ça actuellement. Par exemple, les protéines, ça peut être plusieurs gigas de la description du modèle. Là, ça devient un peu long à lire. Après, une fois que ça tourne, le solve, ben là, c'est bon. Ok. Écoute, merci, merci pour les réponses à toutes ces questions. Je n'en vois pas d'autres. Bon, on avait pris le moyen de faire le chat parce que voilà, on trouvait que c'était plus facile. J'espère que ça vous est allé. On arrive au bout de notre focus technique. Donc nous espérons que ça vous a été utile, que vous avez mieux compris le contenu de ce package, que ben, ça puisse aussi correspondre à vos cas d'usage. Permettez-moi de me répéter, mais vraiment on est intéressé par vos cas d'usage aussi, si vous l'exploitez, si vous les testez, etc., d'avoir le retour. Hein. C'est vraiment intéressant. C'est aussi pour ça qu'on fait ces focus techniques. Nous vous remercions pour votre participation. Surtout aussi, si vous avez des commentaires de quelque nature qu'ils soient, moi je suis vraiment très intéressé par avoir ces retours. Hein. C'est le deuxième qu'on fait. Donc on cherche aussi à regarder voilà, l'intérêt, l'appétence, l'amélioration, enfin tout ce que vous voulez, traditionnellement ce qu'on peut avoir dans un questionnaire de satisfaction. Donc merci pour vos retours. Et je voudrais surtout faire un grand merci à Simon pour cette présentation que personnellement j'ai trouvé très claire et très passionnante. Merci bien à vous. Et donc, je vais vous souhaiter une excellente après-midi, un rendez-vous sur des prochains focus techniques, on vous informera. Je rappelle qu'ils ont pour objet de présenter les résultats d'Anity sous une forme qui est directement exploitable dans vos propres plateformes, sous forme de code, de librairie ou d'autres packages. Encore merci, bon après-midi et je vous dis au revoir. Au revoir.